se prémunir contre, après ce qui se passera, une volonté de Poutine d'aller plus loin? Les déclarations très importantes de la soirée, y compris le débat tout à l'heure à l'Assemblée nationale, portent sur une extension de la dissuasion nucléaire de la France, et c'est le président lui-même qui a lancé le débat. Il l'a lancé ce week-end dans les colonnes de Ouest France. Regardez ce qu'a dit le président de la République. On ne peut pas dire qu'on veut des Européens plus autonomes et considérer qu'on va laisser nos voisins dépendre totalement de la capacité américaine sur le plan de la dissuasion. Il faut un dialogue stratégique avec les pays européens qui n'ont pas l'arme nucléaire. Ça rendrait la France plus forte. Et si les collègues veulent avancer vers une plus grande autonomie et des capacités de dissuasion, alors nous devrons ouvrir cette discussion très profondément stratégique. Alors ça, c'est ce qu'il a dit il y a environ 24 heures. Regardez la réponse de Marine Le Pen cet après-midi qui dit « c'est hors de question ». Notre pays est aujourd'hui l'une des rares nations dotées de l'arme nucléaire. La dissuasion permet à notre pays de vivre en paix depuis plus d'un demi-siècle et reste la clé de voûte de notre sécurité et de notre modèle d'armée. C'est précisément parce que la dissuasion est au centre de notre modèle d'armée que nous ne pourrons jamais soutenir une chimérique défense européenne. Permettez-moi de rappeler à nouveau que partager la dissuasion, c'est l'abolir. Le feu nucléaire, degré suprême de la souveraineté, est un absolu. Un absolu ne se relativise pas, sauf à ne plus exister. Voilà les termes du débat posés. Tournons-nous vers le général. Là, on a besoin vraiment d'un général qui a été au cœur de l'OTAN pendant toutes ces années, le général Yakovlev. Alors, on a compris qu'il y a une seule personne qui peut appuyer sur le bouton nucléaire. Ça, c'est clair et net. Mais quand le président de la République dit on peut penser quand même à une forme d'extension, à quoi pense-t-il ? Il faudrait lui demander à lui. Moi, je ne suis pas convaincu. Un des problèmes que nous avons avec les Européens, c'est que pour parler du nucléaire, il faut comprendre ce que c'est que le nucléaire. Il faut développer ce que Bruno Tertrais appelle la culture nucléaire. Or, il n'y a que les Français qui ont une culture nucléaire en Europe. Les Anglais ne l'ont pas parce que ceux qui mettent en œuvre sont des spécialistes et les autres n'en parlent pas. Les Américains en parlent très peu. Et pour tous les autres, ils ont jusqu'à présent vécu sous ce qu'ils appellent le parapluie nucléaire. Ils ne comprennent pas ce que c'est. Ils ne comprennent pas ce que ça veut dire. Donc ça, si le président de la République dit il faut parler nucléaire au sens il faut éduquer nos amis, nos voisins, à la doctrine nucléaire, la pensée nucléaire. Après, on pourra parler sérieusement. Regardons la carte pour l'instant, les gars ne savent pas de quoi ils parlent. De leur parler du nucléaire, c'est pas pour les défendre. Oui, là, ils sont là. Ah, si on n'a plus le parapluie nucléaire, déjà le parapluie, c'est un mauvais terme. Enfin, on part de trop loin pour l'instant. Et ce qu'il y a sûr, c'est que je ne pense pas que le président de la République actuelle parle de partager le feu. La décision restera la sienne. Vous voyez. Donc de ce point de vue-là... Alors, soyons précis. Prenons la carte des bombes actuelles, les bombes américaines, qui sont dans un certain nombre de pays. Tout à l'heure, sur ce plateau, Gabriel Attal disait... pourquoi pas, on peut ouvrir la discussion sur le fait que la France, elle aussi, mette des bombes nucléaires sur un certain nombre de ce territoire, parce qu'évidemment, si les Italiens, les Allemands, les Turcs, etc., se sentent protégés un peu par les Américains, c'est aussi parce qu'il y a des bombes nucléaires chez eux. Sauf que les armes nucléaires françaises et les armes nucléaires américaines dont il est question dans le cadre de l'OTAN ne remplissent pas les mêmes fonctions. L'arme nucléaire française, c'est une arme stratégique. Elle est faite pour créer des conditions de dissuasion politique entre des États dotés pour que l'option nucléaire soit retirée de la table et que le danger qu'elle arrive dissuade un agresseur d'attaquer. Les armes qui sont déployées à l'OTAN, qui sont des bombes, s'appellent des B-61 pour être très précis, c'est des armes de champ de bataille. C'est fait à l'origine, ça a été déployé pour compenser l'infériorité des forces conventionnelles de l'OTAN face à l'armée soviétique. Elles sont restées après la fin de la guerre froide, mais elles ont un usage de champ de bataille d'une certaine manière. C'est pas du tout la même logique. Et donc ça, par exemple, effectivement, je rejoins ce que disait le général sur le manque de culture nucléaire. J'ajouterais quand même qu'en France, la culture nucléaire s'est amoindrie depuis un certain nombre d'années, ce qui explique aussi certains des débats qu'on peut avoir où il y a beaucoup de confusion, je trouve. Mais alors attendez, avant de rééduquer, ok, on va tous être rééduqués. Merci pour votre compassion et votre paternalisme. Enfin, on n'est pas complètement idiots non plus. Les Baltes sont pas idiots, les Polonais, ils comprennent bien que s'il y avait des bombes françaises sur leur sol, s'il y avait des bases françaises, comme il y a par exemple une base américaine très importante, des bases américaines très importantes en Allemagne, ils se sentiraient plus protégés, oui. Oui, c'est pour ça que, d'ailleurs,
pour honorer notre alliance au sein de l'Union européenne et au sein de l'OTAN avec les pays baltes, la France envoie des avions de chasse Rafale régulièrement dans les pays baltes. C'est un message. Et des troupes. Un agresseur, on a des troupes en Estonie. Et des troupes également, vous avez raison. C'est un message. Et en Roumanie. Et en Roumanie également. Un agresseur potentiel en disant nous prenons cette alliance de l'OTAN tout à fait au sérieux. Et sachant qu'un soldat français qui se déploie dans les pays baltes, il a derrière lui la garantie de l'arme nucléaire française quelque part. Et nos adversaires le savent très bien. Donc, expliquez-nous le risque. Sur ce plateau, toujours Michel Goya dit la pesée d'intérêt, c'est que par exemple si on tire sur les Russes pour défendre l'Estonie, les Russes peuvent détruire Lyon ou Toulouse. Quel est le raisonnement qui mène à ça ? Non, ils ne pourraient pas, parce que si, c'est ça la dissuasion. Ouais. C'est qu'ils se disent, s'ils lancent une bombe atomique sur Lyon ou Toulouse, ils s'en prennent une par retour du courrier à Saint-Pétersbourg, tirée d'un sous-marin. Mais est-ce que la France pourrait tirer en premier, c'est ça, pour défendre l'Estonie attaquée? Ah non, jamais la France ne tirera en premier. Elle fera sans doute des gesticulations. Alors la France a toujours refusé de dire, tous les présidents ont refusé de dire que je refuse à tirer en premier. Vous voyez ce que je veux dire? On a toujours dit tirer en premier, on n'a jamais exclu. À ma connaissance, il y a un seul pays. Parce qu'on garde le secret sur les intentions bien sûr. Et sur les postures, parce que les Russes ou les Soviets étaient dans le mode, il faut avoir un engagement que vous ne tirerez pas les premiers. Et à l'époque de Gaulle, pas du tout. Voilà. Le principe de la dissuasion, c'est d'en dire le moins possible et de l'ambiguïté planée. Oui, mais tout le problème est de savoir justement comment s'articule cette dissuasion avec par exemple des incursions de forces. Imaginons des troupes russes qui entrent dans les États baltes. À partir de quel degré déciderions-nous, en tant que Français, d'engager la dissuasion nucléaire? C'est ça la question. Or, c'est là, bien sûr qu'il y a une ambiguïté, mais une fois qu'on a dit le mot ambiguïté, on n'a strictement rien dit. Tout ce qui va devoir se discuter, l'idée, évidemment, que personne ne parle de partager la dissuasion. Les États-Unis n'auraient sûrement pas lancé une bombe sur Moscou si l'Estonie était attaquée. Ils auraient réagi de manière conventionnelle. Notre problème, c'est de ne pas avoir la capacité de réagir de manière conventionnelle. C'est pour ça qu'il faut s'équiper maintenant, équiper l'armée française d'armes conventionnelles, refaire grandir. Exactement. Elle était assez importante, cette armée conventionnelle française, mais on a supprimé, je passe sous le contrôle du général, au moins 2/3 des régiments. Eh bien, il faut refaire des régiments d'armée conventionnelle, parce que s'il fallait aller aider les pays baltes, il faudrait des régiments, bien sûr. Qu'est-ce qui manque à l'Europe? Vraiment, pardon, expliquez-nous bien. Si on compare avec les États-Unis, tout Américain sait, où qu'on soit sur le territoire américain, que si le territoire américain est touché, il y aura une réaction nucléaire de la part des États-Unis. Tous se sentent protégés, tous, qu'on soit à Washington, ils n'ont pas lancé une bombe à San Francisco. Non, ils n'ont pas lancé une bombe nucléaire sur le Pakistan après avoir été attaqué par Bin Laden, qui avait été quand même un petit peu protégé par le Pakistan. S'ils sont attaqués, si les Russes attaquent le territoire américain... s'ils arrivent avec des chars, etc., oui. Alors... Qu'est-ce qui ferait que les Européens se sentiraient de même protégés, qu'un Polonais, un Balte, etc., se dirait « nous, la bombe française me protège aussi » ? C'est la crédibilité de la garantie française. Mais aujourd'hui, tout ça c'est totalement à bâtir, puisque les Européens ne se sont jamais posé cette question-là. Les États-Unis, ils étaient crédibles parce qu'ils étaient à l'équilibre stratégique avec les Soviétiques à l'époque et les Russes aujourd'hui. Nous, on n'en est pas là. On a 10 fois moins d'armes nucléaires. Et donc, ça supposerait quand même un effort significatif. Attendez, vous amenez encore autre chose. C'est une question de quantité. Il n'y a pas seulement la volonté. Alors, la dissuasion française, du faible au fort, avec la notion de dommage, d'infliger des dommages inacceptables à l'adversaire. Et donc, c'est de dire, on n'a pas besoin d'avoir autant d'armes que vous pour vous faire tellement mal que l'option ne devient pas rentable. Mais ça, là, je reviens sur la question d'éducation stratégique. Aujourd'hui, ce n'est pas le logiciel de nos alliés européens. Eux, ce qu'ils voient, c'est 4000 têtes nucléaires d'un côté, 300 de l'autre, et 4000 du côté des Américains. C'est pour ça que les Polonais ont fait tant d'efforts, Darius, à obtenir des missiles américains sur le sol. D'ailleurs, au début, ils mentaient. Ils disaient « Ah
non, mais c'est pour nous protéger contre l'Iran. Si l'Iran allait attaquer l'Europe avec des missiles, bon, personne n'y croyait, tout le monde. C'est parce qu'ils veulent effectivement des soldats américains sur leur sol, parce qu'ils se souviennent que les Anglais et les Français leur avaient donné une alliance, une garantie en 1939. Alors certes, les Anglais et les Français ont déclaré la guerre à l'Allemagne nazie, mais après ils n'ont rien fait et ils ont laissé l'armée polonaise se faire écraser en un mois par les divisions hitlériennes. Alors c'est pour ça qu'ils veulent avoir des soldats américains chez eux et des missiles américains chez eux, parce qu'ils se disent, si des Américains sont tués sur le sol polonais, alors peut-être que l'Amérique viendra en force pour les aider. Sinon, il y a un découplage. S'il n'y a pas de soldats américains sur le sol européen, vous êtes sûr que vous aurez un découplage et que jamais, évidemment, les Américains risqueraient de perdre Moscou, de perdre New York en bombardant Moscou. Et ça, le général de Gaulle l'avait tout à fait compris. Je vais donner un exemple concret de dissuasion nucléaire, c'est que pendant la guerre froide, l'Union soviétique, ils avaient dans leur plan, dans leur doctrine nucléaire, ils avaient le nucléaire tactique, c'est-à-dire pour avancer de 100 km par jour, on fait des trous avec le nucléaire dans le dispositif d'en face, et puis comme ça, on progressera de 100 km par jour, en traversant les zones contaminées et vitrifiées. Voilà, c'était dans leur doctrine. Et quand on a vu leur plan après, eh ben, on a vu qu'il y avait deux armées qui ne seraient pas bombardées nucléairement, c'est en dehors des Américains. C'était l'armée anglaise, British Army Over the Rhine, BAOR, et la première armée française, qui n'aurait pas pris de missiles nucléaires. Pourquoi ? Parce qu'il y en a derrière. Ça, c'est un exemple concret de ce que c'est que la dissuasion nucléaire. Écoutez, Gabriel Attal, il faut rappeler que le Premier ministre, c'est Bruno Tertrais qui décrivait ça. Si le président est empêché, mort, voilà, c'est le Premier ministre qui, sauf si c'est l'intérim, mais alors c'est le président du Sénat, c'est lui qui est à la procédure. Il est formé à ça. Et il parle de ce que pourrait être l'extension nucléaire. Notre dissuasion nucléaire, notre arme nucléaire, elle vise à protéger nos intérêts vitaux. Et que dans nos intérêts vitaux, il y a évidemment une dimension européenne. C'est ce qu'a rappelé le président de la République. Maintenant, ce à quoi le président de la République a ouvert la porte, c'est en cas de désengagement américain. Est-ce qu'on peut aller plus loin pour qu'il y ait une véritable protection pour l'ensemble des pays européens, et notamment les États baltes, en matière de parapluie nucléaire ? Est-ce qu'on y est ? Est-ce qu'on y est ? Il a ouvert un débat, une discussion. Oui. Moi, je pense qu'il faut aller vers cette nouvelle organisation. Et on va aller plus loin maintenant, puisqu'on mesure ce soir à quel point il y a une sorte d'idylle politique entre Trump et Poutine, avec un certain nombre de déclarations spectaculaires. Mais d'abord, les événements avec vous, Émilie.